Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur la question sur corpus du bac de français. Je vous rappelle pour ceux qui ne le savent peut-être pas aussi que je suis en terminale L et donc j'ai passé le bac de français l'année dernière et j'ai eu 18 sur 20 donc avec le sujet d'invention. Donc j'ai eu 4 sur 4 à la question sur corpus et 14 sur 16 au sujet d'invention. Donc je pense que je ferai 2 vidéos là-dessus parce que, donc d'abord je vais vous mettre en lien, j'ai écrit sur Wattpad ce que j'avais écrit pour la question sur corpus et le sujet d'invention. Donc je vous mettrai le lien pour cette vidéo de la question sur corpus en barre d'infos. Et donc cette vidéo va me permettre de partir du texte pour faire une vidéo un peu méthodo de la question sur corpus. Donc déjà, pour commencer sans... Alors donc je vais dans cette vidéo corriger la question de corpus du bac 2018 pour prendre un exemple. Mais je vais d'abord... on va d'abord voir ce qu'on peut faire au brouillon avant. Alors en fait, quand vous avez cette question, avant d'aller chercher tout de suite dans le texte des réponses et tout ça, je vous conseille de trouver la réponse à la question avant de lire les textes. Je m'explique. Par exemple, en 2018, quand je l'ai passé, la question c'était... Donc c'était sur des textes de Madame de Staël, de Madame de Lafayette et de Colette, donc un sujet plutôt féministe. La question c'était « Quelles raisons ces personnages féminins invoquent-ils pour justifier leur renoncement à l'amour ?» Et avant d'aller chercher la réponse dans les textes, vous pouvez déjà essayer de les trouver. Par exemple, vous prenez entre 2 et 5 minutes pour faire ça. Hein. Par exemple, ils peuvent invoquer, je sais pas moi, par exemple, socialement, ils peuvent pas être ensemble, qu'ils arriveront pas à s'aimer jusqu'à la fin de leur vie. Enfin voilà, vous pouvez trouver déjà plusieurs raisons qui vous viennent à l'esprit et comme ça vous saurez déjà un peu quelle réponse trouver dans les textes. Ensuite vous allez trouver les réponses dans les textes. Et je vous conseille de faire un tableau époque, genre, champ lexical, réponse à la question et éléments dans le texte qui vous permettent de trouver ces réponses à la question. Par exemple, pour Madame de Lafayette, époque 17e siècle, donc classicisme, genre roman. Bon, champ lexical, là je l'ai plus en tête, mais vous le trouvez. Réponse à la question, donc les raisons étaient plutôt sociales et de loyauté à son mari qui était mort. Et ensuite, vous pouvez chercher les citations quoi, qui vous permettent de trouver ça. Une fois que vous avez fait ça pour chaque texte, ça devrait prendre 5 minutes par texte. Donc en l'occurrence là, il n'y en avait que 3. On va dire entre 15-20 minutes, ça doit vous prendre, qu'on en est à 25 en tout. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez organiser votre plan. Bon, pour la question sur corpus, vous pouvez faire 2 parties, ça suffit. Moi j'en ai fait 3 en l'occurrence. Mais voilà, 2 parties, c'est vraiment pas grave si vous en faites que 2. Pour les dissertes non plus et les commentaires non plus, mais là c'est vraiment pas grave si vous en faites que 2. Bon, voilà, moi j'en ai fait 3. D'abord, organiser 2 ou 3 grandes raisons. Et surtout, avant de faire ça, vous pouvez faire un tableau points communs et différences entre tous les textes. Il peut y avoir des mêmes raisons, mais exprimées différemment avec des petites nuances. Faites ce travail-là avant, et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire vos grandes parties et vos sous-parties pour affiner encore plus. Donc maintenant, on va partir vraiment dans la forme, donc dans ce que j'ai fait, on va suivre point par point ce que j'ai écrit, pour voir un peu voilà, comment ça se déroule. Ensuite, je vous rappelle que la question sur corpus est sur 4 points, donc elle est notée de façon très large. Même si vous faites des fautes, des petites maladresses, des petites erreurs, et vous allez voir, j'en ai fait, ça, c'est pas grave. Avoir 4 points, c'est vraiment facile. La seule chose, évidemment, c'est qu'il faut absolument ne faire aucune faute. Ça c'est rédhibitoire. Voilà. Donc entraînez-vous sur l'orthographe et la conjugaison. Forcément, ça marche pour tout. Hein. Donc je commence toujours par dire, moi personnellement, les 3-4 extraits du corpus sont des nanana, dont l'un nanana est quelque chose, et là je précise le genre du roman, enfin du roman ou du théâtre, voilà.
et je précise l'année entre parenthèses. Donc là, par exemple, pour ces textes-là, j'avais écrit « Les 3 extraits du corpus sont des extraits de romans, dont l'un, Delphine de Madame de Staël, entre parenthèses 1802, est épistolaire. Quant aux 2 autres, il s'agit de La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette, entre parenthèses 1678, et de La Vagabonde de Colette, entre parenthèses 1910. » Vous voyez, je cite de manière un peu scolaire les 3 œuvres, mais là, vraiment, c'est ce qu'il faut faire dans la question du corpus. Ensuite, ce dernier se distingue par l'époque et donc son approche beaucoup plus moderne de l'amour, qui n'est plus régie par des lois de morale et de devoir, mais par le simple bonheur des individus. Ce qui était facilement remarquable dans ces 3 textes, c'est que ça faisait 17e, 19e, 20e siècle. Début 19e hein, pour Madame de Staël. Donc clairement, le texte de Colette était beaucoup plus libéré, beaucoup plus féministe. Voilà, ça allait dans une gradation avec... au XXe, la libération presque totale, surtout avec Colette. Donc il fallait vraiment faire cette distinction, pointer cette distinction dans l'introduction. Là j'en arrive à ma problématique, qui est exactement la même que celle du corpus, hein, vous n'avez pas besoin d'en trouver une autre. Quelles raisons ces personnages féminins invoquent-ils pour justifier leur renoncement à l'amour? Et dans cette problématique, c'est intéressant de voir, invoquent-ils pour justifier? Ce ne sont pas forcément les vraies raisons qu'ils donnent. N'oubliez pas ça dans votre... N'oubliez pas les nuances de la problématique. Et donc mon annonce de plan. Dans un premier temps, nous examinerons les raisons morales, puis celles qui prennent en compte les sentiments des autres, et enfin la notion de culpabilité. Vous pouvez lire les textes, je vous mettrai le lien de l'anal du sujet dans la barre d'infos. Vous pourrez lire les textes et vous verrez, normalement vous retrouverez ces 3 principales idées. Donc je commence ma première partie en disant, petite phrase d'intro, d'accroche, plus l'on recule dans les siècles, plus la morale est austère. Là, je citais ligne 4 de La Princesse de Clèves. Il y avait marqué austère. En effet, si la Princesse de Clèves trouve aussi difficile de renoncer à l'amour que Delphine, la vertu est pour elle un obstacle invincible, ligne 26, qui l'empêchera de jamais vaincre ses scrupules. Ligne 11-12. Il faut toujours citer les lignes, n'oubliez pas. Donc, je commence par montrer l'austérité de la morale de la Princesse de Clèves. Elle demande à Nemours, l'homme qu'elle aime, de ne chercher aucune occasion de la voir. Encore une citation. Elle ne veut plus penser à lui pour pouvoir vivre sa loyauté à son mari, qui ne fait encore que d'expirer tranquillement. Assez simple. Donc ça, c'était ma première sous-partie. Deuxième sous-partie, vous voyez, c'est très court, hein, les sous-parties. Delphine, elle, se voit obligée par la morale de ne pas voler le mari d'une femme enceinte, mais elle le regrette amèrement, comme le traduit particulièrement bien l'Aposiopèse, ligne 10-11, mais vous n'avez pas su peut-être qu'avant de vous épouser... Non. Là, vous voyez comment j'amène la chose. J'avais repéré une figure de style qui était l'Aposiopèse, et il faut trouver la... Ensuite, il s'agit de trouver ce qu'elle traduit comme effet, évidemment. Et même une fois que vous connaissez bien vos figures de style, vous ressentez les faits et vous vous dites tiens, ça doit être ça, sans réfléchir, parce que c'est naturel, ça doit devenir naturel. Bon, peut-être pas, vous n'êtes pas obligé que ça devienne naturel à ce point, mais voilà, c'est bien quand vous ressentez les faits et que rien qu'avec la sensation que ça vous donne, vous devinez le nom de la figure de style avant d'avoir analysé. Donc là, quand elle dit, vous voyez bien, quand elle dit mais vous n'avez pas su, parce qu'en fait elle parle dans une lettre à la femme enceinte de son amant. Et donc elle dit, mais vous n'avez pas su peut-être qu'avant de vous épouser, et là on sent qu'elle regrette ce qu'elle a vécu avant. Donc je continue en disant, elle sacrifie son bonheur à celui de Mathilde. Sacrifie et bonheur, c'était des mots qui se trouvaient dans le texte. Contrairement à la princesse de Clèves, pour qui le repos est le plus important. Repos aussi, c'était une citation. Delphine se console d'ailleurs en se glorifiant de sa générosité quasi-christique. Je me crois supérieure à celle qui n'aurait point les sentiments dont je triomphe. Entre parenthèses, traduction, j'ai mis. Je veux bien me sacrifier, mais voyez comme je suis bonne, avouez que je suis le comble de l'élégance. Tandis que la princesse ne l'aurait jamais même pensé. Autrement, le sacrifice n'est plus gratuit. Le bien n'a guère besoin d'être clamé sur tous les toits, sinon ce n'est par définition plus le bien. La vertu ne spécule pas sur la dividende qu'elle engrange. Fin de ma deuxième sous-partie. Là, je montrais bien la différence entre Delphine qui regrettait et qui montrait bien qu'elle était
extrêmement vertueuse, et la princesse de Clèves qui le cachait, qui n'a pas besoin de montrer qu'elle est vertueuse, qui veut au contraire oublier tout ça. Donc troisième sous-partie, Delphine assume son amour, du moins elle n'a ni mépris ni peur envers ces âmes passionnées capables de générosité, de douceur, de dévouement, de bonté, vertueuses en tout, tandis que c'est ce qui effraie la princesse de Clèves. Quant à la vagabonde, de Colette, rien ne la préoccupe moins que le devoir, au sens strict en tout cas. Delphine va jusqu'à réclamer la reconnaissance de Mathilde par l'usage de l'impératif « plaignez, ménagez ». Elle réclame également qu'au moins on se souvienne d'elle et de son geste. Ne cherchez point à détruire l'estime et l'intérêt qu'il conservera pour moi, vous m'offenseriez cruellement. Enfin, elle se résigne à souffrir. Si, pour la princesse, le crime serait d'aimer, elle emploie le mot crime, pour Delphine, il est de séparer les amants. Donc là, par exemple, ici, je pointais par l'usage d'un même mot, il y avait vraiment complètement deux idées différentes. Pour la princesse de Clèves, le crime, c'était d'aimer un homme, le désir, et pour Delphine, le crime, c'est de séparer deux personnes qui s'aiment. Et donc, Delphine et la princesse de Clèves, par exemple, ce qui était intéressant, c'est que Delphine et la princesse de Clèves en arrivaient aux mêmes actions, c'est-à-dire qu'elles renonçaient à l'amour, par devoir et par morale, mais clairement, Delphine le regrette, trouve ça mal, enfin, trouve ça en tout cas horrible, odieux, alors que la princesse de Clèves disait non, non, il faut surtout pas qu'on se voit. Ce qu'elle trouvait horrible et odieux, ça aurait été de se mettre avec Monsieur de Nemours. Donc, fin de ma première partie. Ça, c'était les raisons morales et de devoir. Et vous voyez que j'ai pas du tout même quasiment parlé de la vagabonde de Colette, parce qu'il n'y a aucune raison morale et de devoir. Mais vous voyez, c'est pas un problème. Vous pouvez faire une partie entière sur deux textes du moment que vous n'oubliez pas le troisième et le quatrième texte dans les autres parties. Donc la deuxième partie, c'était sur les raisons qui prennent en compte les sentiments des autres. Donc je commence comme cela. Mais chez Madame de Staël et Colette, l'altruisme entre en compte, la pitié. Et là je citais le mot pitié. Donc, toujours une phrase un peu introductive. Et vous voyez une phrase introductive qui annonce clairement déjà de quel texte on va confronter. Madame de Staël et Colette. Delphine aime mieux mourir qu'avoir à se reprocher les douleurs de Mathilde. Toujours une citation. Donc plus que la moralité, c'est la compassion qui l'amène à consentir à se déchirer le cœur. Elle sauve le bonheur de Mathilde à ce prix fatal. René, donc la Renée c'est un personnage de Colette, fait également preuve d'altruisme dans le premier et les deux derniers paragraphes. Là vous voyez, j'ai découpé le texte, quelque chose, parce que c'était très clairement le cas dans ce texte. Le texte était très bien découpé, organisé, et ça il fallait le montrer. Donc je disais comment, en disant Renée fait également preuve d'altruisme dans le premier et les deux derniers paragraphes. Elle veut épargner à Max les douleurs qu'elle lui causerait, et non comme Delphine, épargner sa rivale. Donc dans un cas, l'héroïne veut épargner l'homme qu'elle aime, et dans l'autre, l'héroïne veut épargner la rivale de l'homme, sa rivale, par rapport à l'homme qu'elle aime. Pour elle aussi, le renoncement semble avoir été difficile. Donc là, vous voyez, je rappelle le mot de la problématique, renoncement. Tu ne sauras pas de quel débat tu fus le prix, elle dit. Elle n'est pas quitte encore de lui. Deuxième sous-partie. Cependant, les trois paragraphes centraux développent son égoïsme, son orgueil et sa soif de liberté. Si elle le quitte, c'est aussi, surtout, pour son bonheur à elle. Les anadiploses lignes 7 et 16 permettent de corriger les fausses promesses de Max. Partager ma vie. Partager, oui. Prendre ta part. Là est l'égoïsme. Donc vous voyez, dans cette deuxième sous-partie, j'introduis une nuance. Apparaît l'orgueil d'une solitaire qui refuse de dépendre de quelqu'un d'autre. Tu es celui devant qui je n'aurai plus le droit d'être triste. Cette phrase annonce le début du paragraphe suivant. Vagabonde et libre. L'appui de Max la repose, tandis que la princesse de Clèves pensait trouver son repos en dehors de l'amour, mais la blesse aussi car il réduit sa liberté. La forme même de l'introspection, appuyée par les anaphores signées ici de confusion, donne au texte un aspect égocentrique. Voilà. Et là, j'ai fait quasiment, même pas quasiment, totalement, une sous-partie sur un seul texte. Mais, pareil, vu que je confronte quand même tout, c'est pas grave. Mais n'oubliez pas, ça c'est très important, de ne pas faire une partie sur un texte, une partie sur l'autre, une partie sur l'autre. Non, il faut confronter les textes, il faut répondre à la problématique. Mais évidemment, s'il y a un texte qui est vraiment très très séparé de tous les autres, il faudra peut-être lui consacrer une sous-partie, mais en aucun cas une grande partie.
juste une sous-partie, et seulement si vraiment un texte se démarque des autres. Là, c'était le cas, il y avait un texte radicalement différent des deux autres. Donc, troisième grande partie, phrase introductive. De ce balancement constant entre altruisme et égoïsme naît la question de la culpabilité. Donc ces phrases introductives, ça fait aussi office de transition. N'oubliez pas les transitions, c'est beaucoup plus fluide. L'adjectif malheureuse est présent dans ce texte, est présent dans chaque texte, répété 3 fois dans celui de Madame de Staël. Donc là, je relevais un peu un champ lexical. Et j'analyse en disant « Cette lamentation provoque chez Delphine le ressentiment, et je cite, « Chargez-vous de lui rendre tout l'amour dont vous le privez ». Il y a vraiment une agressivité qu'on ressent dans cette phrase. Et là, il fallait le montrer. Elle se montre accusatrice, elle fait culpabiliser Mathilde. L'accumulation, voire gradation, ligne 27-29, la compagne de votre enfance, l'amie de votre mère, celle qui vous a marié, dénonce le manque de reconnaissance de celle-ci. Jamais surtout il ne vous a été plus ordonné de ne pas être sévère envers elle. C'est une citation, et je mets entre parenthèses, notons au passage le champ lexical de l'ordre, du commandement, de l'exigence. Son malheur est inversement proportionnel à la culpabilité que devrait ressentir Mathilde. Je cite, afin de vous épargner une faible partie de ce qu'elle se résigne à souffrir. Deuxième sous-partie. René, nous l'avons vu précédemment, fait également culpabiliser Max en le désignant comme responsable de son malheur. Mais son amour et son désir pour lui, qui encadre l'extrait, triomphent. Tu seras longtemps une des soifs de ma route. Cette phrase, c'était une phrase clé du texte. Et là, il fallait démarquer le texte de Colette par le désir. C'est ce que je dis, l'amour et le désir triomphent. Et en fait, elle en parle au début et à la fin de l'extrait. C'était important de dire que ça encadrait l'extrait. Ne jamais oublier la structure des textes. Conclusion. Ah non, avant. Fin de la dernière sous-partie. La princesse de Clèves, elle, culpabilise à l'idée d'obtenir un bonheur privilégié quand son mari est mort d'amour pour elle. Donc là, avec cette phrase, je comparais la princesse de Clèves à la vagabonde de Colette. Conclusion. Delphine et la princesse de Clèves renoncent à l'amour au nom de la morale et du devoir. Première grande idée. Cependant, mot qui introduit une nuance, Delphine regrette l'amour passionné mais consent à agir en faveur de sa rivale, le mot consent est important, hein, quand la princesse repousse l'agitation même du désir. Distinction entre Delphine et la princesse de Clèves qui semble pourtant agir de la même manière. Enfin, René fuit Max pour retrouver le bonheur d'être libre et pour épargner son compagnon qu'elle fait tout de même culpabiliser, quand Delphine fuit par compassion pour la rivale qu'elle fait culpabiliser. Et là, j'introduisais la nuance entre René et Delphine, qui est d'épargner quelqu'un, mais c'est pas la même personne selon qu'on parle de René ou Delphine, et la culpabilisation, qui n'est pas non plus la même selon les deux personnes. Et c'est intéressant aussi, là, je l'ai pas vraiment souligné, mais c'était intéressant de remarquer que la personne qu'elle voulait épargner était la même qu'elle faisait culpabiliser. C'est-à-dire que elle les épargnait, mais elle leur en voulait d'avoir à les épargner. Elle voulait quand même rejeter un peu la faute sur eux, pour ne pas pour que la faute ne leur incombe pas totalement. C'était intéressant de remarquer ça. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions sur la question sur Corpus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a des choses qui n'étaient pas claires, j'y répondrai. Et en espérant que ça vous a aidé, n'oubliez pas que je mets le lien de ce texte en barre d'infos, ainsi que le sujet du bac 2018. Et on se retrouve peut-être tout de suite ou peut-être plus tard pour le sujet d'invention. Bisous!